Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre. Asile et détenus politiques au Bénin sous le régime du nouveau départ. Certes, ce n'est qu'un secret de polichinelle qu'on peine à les compter du bout des doigts. Mais c'est aussi, mesdames, messieurs, une évidence que depuis peu, des efforts en vue d'inverser la tendance grèvent les yeux. Suffisant alors pour voir le Bénin à nouveau ici, au premier rang des États à démocratie exemplaire, à chacun sa réponse. Mais le dernier rapport IDEA, l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale, répond par la négation, en déniant presque au Bénin le statut de pays démocratique. Initiative en vue du dégel politique IDEA, un rapport tombé à pic, le sujet avec un juriste spécialiste des droits humains, un analyste politique. Nos invités déjà en notre compagnie, Miguel Huito, juriste spécialiste des droits humains, elle est la présidente de l'ONG HRP. Et Miguel Huito, bonjour à vous. Bonjour Joël, bonjour à M. Anangono et bonjour à celles et ceux qui nous suivent. Ils vont répondre à leur façon. Elle a introduit le vis-à-vis à non, M. Georges Anangono, analyste et les socio-anthropologues. Il n'est plus à présenter. M. Georges Anangono, bonjour à vous. Bonjour Joël, bonjour aux auditeurs, et bonjour Mme Huito, surtout aux auditeurs, parce que bon, j'ai parfois, comme je l'ai dit souvent, à les lire, parfois je suis étiqueté, c'est vrai, mais vous aussi vous l'êtes, parce que parfois on arrive jusqu'à vous demander de ne pas inviter des gens de pouvoir sur votre plateau, mais vous vous entêtez, vous le faites toujours et vous avez un beau combat, parce que le débat, s'il n'est pas contradictoire, ne sert à personne. Et ça, c'est moi ma conviction, et c'est ça qui fait que vous m'avez souvent avec vous. Je ne vais jamais me taire en tant qu'intellectuel, disposant de mes facultés. J'arriverai toujours à donner mon point de vue sur la situation de mon pays, tant que Dieu me prêtera la vie. Et je dis souvent aux gens, ils n'ont qu'à rester tranquilles, Anangono va analyser les faits, rien que les faits, et tels que les faits sont. Oui, les faits, rien que les faits, c'est ce qui nous réunit. Et à tous, merci pour les divers apports. Mais le Bénin a besoin de tous ses fils, peu importe les bords. Ce qui a de plus unissant, c'est oui, la patrie. Et merci pour la compréhension et l'accompagnement. Ce plateau, on en profite pour le dire à ceux qui sont parfois réticents et pour tous. Merci pour la disponibilité. Et oui, un autre rapport, un nouveau, qui a aussi fait grand bruit, le rapport IDEA qui qualifie le Bénin d'État hybride. Polémique de s'en suivre quant à l'opportunité du rapport. Avant d'aller au contenu, je me retourne vers M. Anangono. La polémique autour de l'opportunité de ce rapport, quelle est la lecture que vous en faites? Ceux qui pensent que déjà le Bénin est en train de faire des pas heureux, et ce rapport tombe à un moment où l'on se demande, ça rimerait à quoi? Un rapport, d'abord, c'est quoi? Un rapport, c'est l'aboutissement d'un travail. Un rapport, c'est l'aboutissement d'une recherche. Un rapport, c'est l'aboutissement d'un long moment d'observation et d'arriver à des conclusions. Donc, en tant que tel, un rapport, pour moi, peut sortir à tout moment, c'est-à-dire dès qu'il est prêt. Lorsque le rapport est prêt, il va sortir. Donc, celui qui fait son rapport, quand il sort ça, dès que c'est prêt, pourquoi je vais lui en vouloir? Moi, je n'ai pas de polémique autour. J'ai juste à apporter mon point de vue par rapport aux conclusions de ce rapport-là. C'est ce qui est intéressant. Et ça aussi, ça n'a pas de moment. C'est pas en retard, c'est pas à l'heure, c'est pas après l'heure non plus. C'est donc tel que le rapport est sorti. Et ceci me permet de dire que celui qui a fait son rapport, il est libre de faire son rapport. Et que moi aussi, je suis libre de faire mes commentaires sur le rapport qu'il a fait. Et si ce jeu-là est respecté, moi je ne suis pas gêné par rapport au moment, je n'ai pas de polémique là-dessus, le rapport sortant il est sorti, et moi aussi j'apporte mes appréciations quand je veux les apporter en tant que citoyen de ce monde, et donc voilà mon appréciation, je n'ai pas de polémique là-dessus. Merci infiniment, oui, Madame Miguel Huito, les opinions sont libres. Voilà, question du débat autour de l'opportunité ou non du rapport. Qu'est-ce que le juriste répond? Mais le juriste répond simplement que c'est un rapport, et on sait qu'un rapport, il vient établir un certain nombre de choses. Un rapport, il vient lever le coin de voile sur des aspects
des éléments qui ont été pris en compte. Un rapport viendra aussi faire des recommandations, certainement dans la logique d'apporter une contribution pour améliorer l'existant et donc faire avancer les choses. En tant que tel, nous apprécions ce rapport, sa publication, et on en a pris acte. Quant au contenu, on y revient. On y revient. Alors, ce qui frappe l'attention, parlant de ce rapport en lien avec le Bénin, c'est de classer le Bénin désormais parmi les États dits hybrides. Monsieur Georges Anagono. Lorsqu'on parle d'État hybride, c'est qu'on parle d'État sans pur. Lorsqu'on parle d'État hybride, c'est qu'on suppose qu'il y a des États qui ne sont pas, qu'il y a des États qui sont à mi-chemin et qu'il y a des États qui sont purs. Et donc j'allais demander, s'il y avait les auteurs de ce rapport, j'allais leur demander de me parler des États où la démocratie elle est pure. Non, ils sont allés jusqu'à inviter les États-Unis dans le débat pour dire que globalement, que la démocratie recule. Si c'est cela, que globalement la démocratie recule, c'est que le Bénin est parmi les États, peut-être, quand on place de façon globale, que la démocratie recule. Et donc, moi, en tant que Béninois, je me dis, donc, il n'y a pas forcément quelque chose de trop grave qui se passe chez moi. Mais là où le rapport, pour moi, en tant que Béninois, vivant au Bénin, a péché, c'est lorsque le rapport compare des États. Et moi, j'ai vu, en plaçant les États hybrides avec qui nous ont placés, moi, je voudrais dire à ceux qui ont écrit ce rapport. Pour le téléspectateur, nous avons placé avec le Togo, le Niger, le Mali. Je voudrais dire que... Vous pensez que le Bénin ne mérite pas de se retrouver aux côtés de ces pays? Aux auteurs de ce rapport, que le Bénin a fait un travail considérable et que nous classer pas, nous comparer à certains, c'est nous ramener en arrière. La comparaison avec qui vous dérange, M. Anagono, analyste? Savez, nous sommes, je ne veux pas faire créer de problèmes et diplomatiques, mais je sais que quand je suis sur des plateaux internationaux, par exemple, avec des amis, j'ai toujours vu des Togolais qui me disent « Mais vous avez la liberté chez vous. Vous pouvez dire les choses, vous pouvez organiser ces débats contradictoires chez vous, ce qu'on ne peut pas organiser chez nous. » Ça, déjà, c'est quelque chose qui nous envie, déjà. Alors, ça, par exemple, vous vous excusez, on est là aussi pour ça. Ces questions-là vous ont été adressées quand, par exemple? Non, je vous dis, quand je suis sur des plateaux avec des amis, et qui ne sont pas béninois, et des plateaux qui ne sont pas béninois, par exemple, il y a que des auditeurs appellent pour dire, bon voilà, mais les béninois, surtout nos amis d'à côté, qui nous appellent pour dire, par rapport à votre situation, vous êtes encore mieux placés par rapport à nous. Ce que je voudrais dire, c'est que nous, on n'a pas travaillé par rapport à quelqu'un. Le Bénin ne travaille pas par rapport à quelqu'un. Le Bénin travaille par rapport aux aspirations des béninois. Et par rapport à ces aspirations-là, nous pouvons avoir de retard sur un certain nombre de points, quand nous pouvons exceller sur un certain nombre de points. Moi, je ne considère pas qu'il y a des États purs en matière de démocratie et qu'il y a des États qui sont à mi-chemin, qui sont non. Chaque État doit pouvoir suivre son chemin, doit pouvoir s'approprier son évolution. Vous savez, il y a un auteur qui, en parlant de la démocratie au Bénin, a parlé de ce qu'il appelait la démocratie au pas du caméléon. C'est un sociologue, c'est un Français, on l'appelle Richard Banegas. Il dit que les Béninois se sont organisés progressivement et ont suivi pour eux ce qui doit être leur trajectoire en matière de démocratie. Et les différentes manifestations qu'il y a eu au Bénin, même ce Bénin sous dictature, les différentes manifestations qui ont conduit jusqu'à ce niveau-là, que nous avons suivi notre propre trajectoire. Donc, je voudrais dire que, en tant que Béninois, nous suivons notre trajectoire. Ce qui peut être dommageable pour nous, c'est que si nous allons nous complaire à une étape donnée pour dire, bon, nous sommes déjà dans l'absolu, on n'a pas besoin d'avancer. Nous, on n'a pas pensé à ça. Nous avons pensé qu'il faut avancer. Et on dit dans notre... Non, oui, d'ailleurs, on dit on ne fait pas les omelettes sans casser les œufs. D'accord? Peut-être pas moment, je le dis toujours, je reviens toujours là-dessus, que pour avancer, nous avons dû casser des œufs. Mais qu'est-ce que ça fait? Nous allons manger quand même les omelettes, parce que nous en avons besoin. Le Bénin, sur une trajectoire, d'accord? Sur son chemin de développement, et que, bon, ceux qui ont fait ce rapport savent de quel côté ils se placent,
il se place. Vous le voyez d'un côté. Nous, quand nous avons fait les élections de 2021, nous avons dit des choses sont passées qui sont derrière nous. Le chef de l'État l'a dit. Nous allons maintenant vers l'avant. Et peut-être que les faits aujourd'hui, les faits successifs depuis ce moment-là, peut-être montrent que nous sommes en train de chercher à aller de l'avant. Et je ne voudrais pas travailler avec ceux qui veulent toujours nous ramener en arrière pour nous mettre à un état donné. Il y a une étape où nous avons dépassé et il y en a qui sont restés à cette étape-là. Merci, M. Anagonou. On reviendra sur ces aspects. Il y en a tellement que vous avez eu à évoquer parce que la question appelle d'autres éléments. Pourquoi pas? Oui, Mme Miguel Fruto, le Bénin, un État hybride. Personnellement, je ne suis pas étonnée. Vous n'êtes pas étonné? De cette affirmation, ça ne m'étonne guère. Et je voudrais dire que cet institut, comme bien d'autres, ont coutume de sortir des rapports annuels. Nous sommes au mois de novembre. Ce rapport qui intervient donc à la fin de l'année 2021, pour moi, a quelque part pris en compte un certain nombre d'éléments et de situations qui sont intervenues au cours de l'année 2021 en République du Bénin. Et ne pas s'arrêter un instant sur ces événements-là, pour moi, c'est bâtir une mauvaise fondation en se disant qu'on veut aller de l'avant. Et prendre en compte ces éléments, pour ma part, c'est une façon simplement de rappeler aux uns et aux autres qu'il y a eu un trou noir dans la belle histoire de ce pays et qu'on doit travailler à ce que plus jamais on ait ce genre de recul. C'est ainsi que moi je prends et que je fais mon analyse. Et je voudrais rappeler aussi que lorsqu'on parle de démocratie, c'est pas seulement de la liberté qu'il est question, il y a bien d'autres aspects. Il y a bien d'autres éléments donc, qui constituent le soubassement de ce qu'on appelle la démocratie. Et donc moi, j'en veux pas, contrairement à mon vis-à-vis, j'en veux pas du tout à ceux-là qui ont écrit ce rapport. Au contraire, je leur dis merci. Merci parce que, comme on dit, lorsque vous tombez, il est important de savoir pourquoi vous êtes tombé. Et ne pas savoir pourquoi vous êtes tombé ne vous permettra pas, ou va limiter votre façon d'appréhender les éléments sur lesquels il faille désormais s'appuyer pour aller de l'avant, mais au mieux, puisque c'est de cela qu'il s'agit. Et je ne suis pas d'accord avec mon vis-à-vis lorsqu'il estime que des choses se sont passées lors de l'élection présidentielle et que pour nous, c'est déjà du passé. C'est du passé, oui, parce que du temps s'est écoulé, mais il y a encore de la rancœur. Il y a encore de la douleur dans le cœur des personnes qui, par exemple, ont perdu des proches. C'est pas des choses qu'on puisse effacer avec un chiffon. C'est pas des choses qu'on puisse effacer d'un claquement de doigts non plus. Et donc, pour moi, c'est important que, bien qu'en travaillant pour corriger le tir, on puisse savoir que c'est une tâche qui, il faut le reconnaître, va rester indélébile. Et moi, j'ai même envie de dire que si j'avais la possibilité de marquer d'un sceau rouge le front d'un certain nombre de personnes dans ce pays, je le ferais, pour leur permettre, partout où ils passent, de se déplacer avec cette tâche indélébile-là, pour se souvenir quand même qu'il y a eu cette tâche qui, quelque part, a entaché notre histoire, et je le dis, notre belle histoire. Parce que comme vous l'avez si bien dit dans votre introduction, et c'est là où je vais chuter, ce pays quand même a fait rêver beaucoup d'autres pays. Et oui, chaque pays a son histoire, chaque pays a sa trajectoire, mais le Bénin ne vit pas et ne vivra pas en vase clos. Nous sommes dans le Conseil de la Nation, et ce que nous faisons, que nous le voulions ou pas, va entacher les pays qui nous environnent, parce que si ça capote ici, où irons-nous ? Nous allons chercher d'abord à aller vers les pays qui nous entourent. Et lorsque ça ne va pas, ça va forcément empiéter sur le bien-être de ceux-là aussi qui sont à côté d'eux. Oui, chaque État a son histoire, chacun d'entre vous l'a dit. Le Bénin a donc la sienne. Et quand on s'abreuve dans ce passé, est-ce que vous comprenez ce classement qui met le Bénin à côté d'un certain nombre d'États ? Vous savez, avant 2016... Je suis peut-être plus jeune que mon vis-à-vis, mais je peux vous certifier que oui. Mais je peux dire, sans me tromper, qu'avant 2016, il y a longtemps qu'une élection présidentielle ait causé ce que nous avons vécu lors des législatives, lors des communales, mais aussi
lors de la présidentielle de 2021. Il y a toujours eu des heurts, mais on n'a jamais, je veux dire depuis avant 2016, je ne parle pas de la conférence nationale, je ne parle pas de la période où le président Soglo a dirigé le pays. Je me cantonne à 2016. Et de 2016 à aujourd'hui, on a vécu des choses qu'on n'a pas vécues, que notre pays n'a pas vu, il y a quand même un bon bout de temps. Les élections pour nous, de ce que moi j'ai pu vivre et de ce que j'ai pu voir, parce que même si je ne suis pas de l'époque de mon vis-à-vis, il y a quand même des traces qui sont restées dans ce pays-là. Et au regard de tout ceci, j'ose, et je le dis avec beaucoup de conviction, ce rapport, encore une fois, qui classe le Bénin dans les pays hybrides. La question peut-être qu'il fallait poser à ceux qui ont pondu ce rapport, c'est de mieux situer les éléments sur lesquels ils se sont appuyés. Même s'ils l'ont évoqué, ils ont évoqué un certain nombre d'éléments. On va revenir sur ces éléments-là. C'est vrai que beaucoup de personnes et ça peut se comprendre, hein. Vous savez, quand on est gouvernant ou quand on est partisan d'un gouvernant, on peut comprendre la logique. Parce que ça vient quelque part jeter du discrédit sur tous les efforts, semble-t-il, qui sont en train d'être faits depuis quelques mois. Efforts qu'on perçoit par moment, efforts qu'on ne voit pas du tout sur d'autres aspects. Et encore une fois, moi, j'ose dire, et je le dis, je crois en ce que je dis, et j'y crois fermement. De 2016 à aujourd'hui, on a eu des élections qui ont fait pleurer des gens. Des élections qui ont fait même en sorte que beaucoup de personnes ne croient plus en ce qu'on appelle processus électoral dans notre pays. Des élections qui autrefois, malgré les heurts, étaient des instants de convivialité, des instants de joie. On a vu une armée censée protéger les populations se retourner contre celle-ci, lui tirer sur elle à bout portant. Ce que nous avons vécu lors de ce processus électoral, surtout le dernier, je veux parler de l'élection présidentielle, où nous avons vu des vidéos qui ont circulé, on a vu des gens estampiller des bulletins, on a eu une déclaration de la plateforme électorale qui a été en contradiction avec ce que les instances organisatrices des élections ont avancé. Et malheureusement, j'ai envie de dire qu'on est resté sur notre faim. On est resté dans ce brouillard-là, sans savoir véritablement qui on croit, qui on ne croit pas. Chacun quand même a fait le tour dans son quartier, dans sa communauté, et on a gardé un certain nombre de souvenirs de tous ces moments-là qui, pour moi, restent douloureux, au-delà des efforts qui sont en train d'être accomplis. Je voudrais saluer ces efforts. Ne pas les saluer, ce serait en fait ne pas aimer ce pays-là, ce Bénin-là, que nous voulons prospérer, que nous voulons pouvoir offrir le mieux-être à tous et à toutes, qu'on soit opposant, qu'on soit mouvancier ou qu'on soit dans la posture qui est la mienne. Et donc, encore une fois, j'ai rien contre le contenu de ce rapport et je crois encore une fois fermement que ce rapport nous rappelle et, si vous voulez, même nous jette à la figure cette eau sale que nous avons contribué, parfois par notre silence, parfois par notre mutisme, parfois par nos actions, à produire cette eau désormais qui a une odeur puante et qui va nous poursuivre peut-être toute la vie. En tout cas, au niveau du rapport, là aussi, on choisit des repères. En 2016, vous avez évoqué le rapport, c'est aussi un point de départ 2017, plus exactement, pour revenir aux chiffres. Le Bénin, pour IDEA, reste l'illustration parfaite de la régression d'une gouvernance démocratique. Hier, rappelait-on, le Bénin était la vitrine démocratique. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et depuis cette date-là, vous, quand vous prenez ces repères donnés par IDEA, vous vous retrouvez là-dedans, vous vous dites, mais il y a quelque chose qui a dû échapper aux auteurs du dit rapport. D'abord, c'est un éclaircissement. Je n'ai pas nié aux auteurs de ce rapport de pouvoir prendre le rapport. Non, vous ne l'avez pas nié. Je dis,
ils ont certainement utilisé des indicateurs qui leur ont permis d'en arriver là où ils sont. Et que moi aussi, en tant qu'analyste, c'est de reprendre les indicateurs qu'ils ont utilisés et de dire ce que je pense à propos. Justement, cet indicateur-là. Personne ne dira que nous n'avons pas connu des événements douloureux cette année-ci. Je ne dirai jamais ça et je n'ai jamais dit ça non plus. Vous comprenez? Nous avons connu des éléments douloureux. Mais je dis, nous avons notre trajectoire. C'est l'histoire de vie. C'est ce qu'on appelle ça. C'est l'histoire de vie d'une nation. Dans cette histoire de vie-là, il y a eu des moments douloureux, des moments heureux, et que ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir rassembler ces éléments heureux-là et autour duquel nous devons nous construire. Et que pendant que nous sommes en train de chercher à nous construire, à soigner ces plaies dont vous parlez, et qu'on revient nous jeter à la figure certaines choses. Ça fait un. De deux, que lorsqu'on me classe à côté de certains États que je vois, où les citoyens de ces pays-là nous envient ce que nous vivons, même si nous avons connu des difficultés, je suis d'accord avec vous que, d'ailleurs, vous êtes témoin de l'histoire du Bénin à partir de 2016, peut-être un peu avant, d'accord? Et c'est vrai que ça vous reste. Je n'ai pas dit que depuis 2000, j'ai dit non, vous êtes vraiment, ça dit par rapport à nos âges et par rapport à votre génération, ma génération, vous êtes vraiment, vous avez vécu l'histoire du Bénin et avant ça, mais surtout ce qui s'est passé avant 2016. Vous savez, le Bénin, ce qu'on a essayé de faire, c'est de ne pas dire qu'il n'existe pas des trucs qui nous ont opposés. Non, on nous a des trucs qui nous ont opposés, mais par exemple en 90, nous nous sommes réunis pour dire tout ce qui nous a opposés là. Nous le savons, c'est juste, mais nous avons envie d'aller de l'avant. Et par rapport à ça, tout le monde doit travailler pour. Et depuis 2016, je peux reconnaître à travers vous que nous avons eu des mutations. Et vous savez, les mutations sociales créent toujours de la résistance, créent toujours des manifestations, créent des protestations. Que ces protestations-là soient allées à l'extrême et à ce que nous ayons connu la perte en vies humaines sont des choses à regretter. Je suis entièrement d'accord, je n'ai pas dit non. Mais je dis que depuis ce moment-là, nous avons entrepris de nous construire, nous avons entrepris d'évoluer et nous comparer à certains États, c'est nous ramener en arrière. Et moi, je refuse d'aller en arrière. Moi, j'ai envie d'aller en avant. Vous savez, comme vous, il y a eu des moments qui ont marqué ma vie de jeunesse. Imaginez-vous, par exemple, un jeune en premier, en terminale, de parfois rester dans la brousse jusqu'à 23h, jusqu'à 2h du matin, pour pouvoir discuter, pour pouvoir parler avec les amis, parce que nous devons nous cacher pour le faire. Ça a marqué mon histoire. Je me rappelle que en 2016... Non, en 96, rappelez-vous s'il s'agissait de la fin du régime du mandat du président Soglo et un autre mandat. Et quand on avait commencé les élections pour un ancien pays dans ce pays, un ancien président, on nous est venu nous chercher au campus pour dire nous devons aller vers. Même mon parti politique, je l'ai quitté. Vous savez pourquoi? Parce qu'à la fin, j'ai su que cet ancien président-là voulait revenir et que c'est par rapport à lui que le parti travaillait. On m'a caché ça. J'ai dit je ne travaille pas pour. Vous savez pourquoi? Parce que je sais que sous ce président-là, des jeunes comme moi, qui constituaient l'avenir, qui constituaient l'espoir de leurs parents, ont été mis en prison, ont été tués. Quand c'est ça, je dis, on peut pardonner, mais je ne peux plus permettre à quelqu'un comme ça de redevenir président de la République. J'avais refusé à l'époque. Alors, apprécions certains paramètres et disons-nous ce que le Bénin peut bien en faire ces temps-ci. Lorsque nous prenons par exemple la question de détenus politiques évoquée par le rapport, en une période comme celle-ci, à quoi ce rappel, d'après vous, peut bien servir? Je voudrais dire à ceux qui ont écrit ce rapport que nous avons conscience de ce qui s'est passé dans notre pays depuis 2016 et que nous avons entamé, d'ailleurs Mme Koueto l'a dit, qu'il y a des moments, il y a des efforts qui sont faits, que nous avons déjà commencé par faire des efforts pour pouvoir effacer ça. Nous avons, et les signes de ces efforts, par exemple, c'est timide certainement, mais cette libération qui a commencé, il paraît même que parfois les avocats ne savent pas tous ceux qui sont libérés parce que nous sommes pressés dans l'effort à faire pour pouvoir penser les plaies dont il est question. Donc dans tout ce rapport, si vous voulez que je dise mon sentiment, c'est le fait qu'on nous ait classés parmi certains pays. C'est ça qui vous fait vraiment mal. C'est qu'on nous ait mis à côté d'autres pays que je croyais que nous étions loin de ces pays-là, qu'on nous ait mis à côté mais est-ce que l'analyste ne se dit pas, ou bien, et voilà un pays qui était plutôt en avance, qui a vraiment régressé et qui a perdu sa place? Vous ne vous dites pas ça?
est-ce que la régression, elle aussi, peut être nécessaire pour la construction de notre pays? Et vous répondez quoi? J'ai dit que parfois, il faut capter les omelettes pour avoir les œufs. Donc c'était un passage obligé. Non, pas forcément. Mais l'histoire mais d'une casser nation, les œufs. Casser les œufs, l'analogie, restons-y un tout petit peu. Casser les œufs pour pouvoir avoir les omelettes, c'est obligé, sinon vous n'avez pas les omelettes. Alors, pour l'histoire du Bénin, était-ce indispensable, cette histoire-là, les détenus, les exilés, obligés pour être là où on en est aujourd'hui? Quand est-ce que ça arrive, un réfugié, les détenus, par exemple? C'est quand on proteste contre une situation. Vous êtes d'accord? On proteste comme une règle établie pour dire nous ne sommes pas d'accord par rapport à cette règle. Ça donne automatiquement des détenus politiques et exilés politiques? Pas forcément des détenus, pas automatiquement, mais ici, nous sommes en sciences humaines. Nous sommes en politique. En politique et il faut faire attention. On peut toujours se retrouver de l'autre côté de la main tout de suite. Donc c'est aux protestataires de savoir s'y prendre. Oui, et puis en même temps que la protestation doit exister. C'est ça. C'est cela, ce qui est un peu dialectique dans la vie humaine. Avant de descendre dans la situation sociale, dans la situation sociale, dans la vie sociale, c'est ce qui est un peu dialectique dedans. Doit-on faire pour se retrouver de l'autre côté ou doit-on pas faire? Mais il existe toujours des martyrs. Il existe toujours des exemples dans un pays. Et ces exemples-là, je les félicite, je les salue. Ils ont le droit de faire ce qu'ils sont en train de faire. Je suis d'accord. Mais tout le monde, tout ça là, construit à l'évolution sociale de notre pays. Et que j'ai dit que ce rapport-là pêche pas en droit en nous comparant à d'autres. Mais revient encore à m'établir pour dire quel est l'État. Ils ont oublié de dire quel est l'État qui est en démocratie parfaite, la démocratie pure et qui n'est pas hybride. Ils ont oublié d'évoquer cela. Tous les États sont-ils hybrides? Tous les États démocratiques que vous connaissez? Rappelez-vous quand Capitole a été pris. Lorsque Capitole a été pris, le monde entier a tremblé. Tout à fait. Vous le savez pourquoi? Le monde entier a tremblé parce qu'on dit mais la démocratie chute. La démocratie chute. Et puis, dites-vous, depuis ces événements de Covid-19, vous savez combien de fois on a piétiné sur les droits humains? Ah bah, on ne le compte plus. On a piétiné sur les libertés. Plein de rapports, et ce sont des décisions prises. On y revient. Donc, en voyant ça globalement, on peut aussi dire que la démocratie regresse et qu'il revient alors à tous les pays de la planète de se ressaisir encore pour faire repartir, pour faire de demander. Alors, j'ai parlé des repères, on va y aller graduellement. La question des exilés, des détenus politiques, lorsque le rapport l'évoque, même question posée à M. Anagonu. Pour vous, quelle étude doit-on en faire? Merci. Avant, permettez-moi de revenir sur un certain nombre de choses. Allez-y. Nous sommes en train de soigner nos plaies. C'est sûr. Mais soigner nos plaies ne fera pas disparaître nos cicatrices. Ça, c'est sûr. Les mutations sociales amènent, disait mon vis-à-vis, un certain nombre de protestations, un certain nombre de conséquences, sans doute. Ce n'est pas faux. Mais lorsqu'on a été dans la posture de celui qui gouverne ce pays-là, actuellement, lorsque par la force d'un certain nombre de combats populaires, on se retrouve à revenir dans son pays, on se retrouve à avoir la grâce et l'humilité de cette nation-là à vous confier sa destinée, je ne pense pas qu'on ait raison de favoriser, à tort ou à raison, évidemment, un certain nombre de choses qui se soient déroulées. Parce que la façon dont mon vis-à-vis présente la situation, c'est une façon pour ma part méchante de banaliser la chose. Et j'estime qu'on est en droit d'être plus regardant vis-à-vis de Monsieur Patrice Talon. Parce que justement, la façon dont il est venu au pouvoir l'obligeait à ne pas commettre certaines erreurs. Et c'est pour cela certainement que la pression, elle laisse qu'elle est et elle va peut-être se corser autour de lui pour dire que tout le monde peut faire certaines choses, mais pas lui. On ne dit pas ça parce qu'on lui dénie l'humain qui est en lui. Pas du tout. Mais moi, je le dis parce que j'estime que pour avoir traversé certaines étapes, pour avoir vu un certain nombre de choses, tout le monde peut faire certaines choses, mais pas lui. Et c'est ça qui fait que ça fait davantage mal. Donc,
estimer que les heures que nous avons connues ces derniers mois et qui ont conduit à la perte de plusieurs vies humaines, il fallait mettre ça sous le coup des mutations sociales. J'estime que c'est se moquer des populations, c'est se moquer de ce peuple-là qui n'aspire qu'au mieux-être. C'est tellement facile et banal de dire les choses comme elles ont été dites tout à l'heure qu'on ne prend pas en compte la douleur des gens. Et j'ai envie de dire, pour finir sur ce feedback-là, que les populations, à mon avis, n'ont pas besoin de nos histoires personnelles. La mienne, ça n'intéresse pas. Je ne sais pas. Peut-être que dans un autre contexte, celle de M. Anangonou aurait intéressé aussi les populations. Et moi, je m'abreuverai à cœur joie quand l'occasion peut-être se présentera, mais je ne pense pas que ce soit ici, au cours de cette émission. Et j'ai envie de finir en disant que les baromètres qui ont été pris en compte, pour moi, sont et restent pertinents. Et encore une fois, je ne me désole nullement de ces comparaisons qui ont été faites. Parce qu'encore une fois, nous ne vivons pas en vase clos. Et oui, nous avons notre aspiration en tant que peuple béninois. Mais nous, à côté de nous, il y a des gens. Et nous avançons chaque jour avec des gens. M. Anangonou l'a rappelé à l'entame, le Bénin est désormais membre du Conseil des droits de l'homme. Et ce n'est pas rien. Au niveau du Conseil des droits de l'homme, le Bénin n'est pas seul. Le Bénin est avec d'autres États. Parce qu'il y a aussi des baromètres. Donc, arrêtons, j'ai envie de dire, arrêtons en fait de penser que nous devons rester dans notre bulle là et dire que oui, nous avons notre histoire, nous avons notre trajectoire, c'est des mutations sociales et ça doit conduire parfois à des heurts, à des secousses. Quand on a été dans la posture, encore une fois, de celui qui est là actuellement, on ne restreint pas certaines libertés. On ne fait pas passer, par exemple, les manifestations du régime déclaratif au régime d'autorisation. On ne permet pas dans un État que l'on interdise à des gens de manifester et qu'à contrario, on voit d'autres personnes circuler librement manifestant. Parfois, il y a ce sentiment-là de deux poids, deux mesures. Peut-être pas à raison, mais quand on en arrive à ce niveau-là, c'est qu'il y a des éléments qui donnent l'impression aux uns et aux autres que quelque chose ne va pas. Et donc, moi, je pense qu'il vaudrait mieux prendre acte et regarder vers l'avant, comme le souhaite M. Anangonou. Je le souhaite de tout mon cœur. Mais justement, M. Anangonou dit, lorsqu'on a commencé par faire des efforts, et que voilà, on vous rappelle un peu ce passé-là, c'est pour dire quoi? Oui, moi je pense que quand on vous rappelle ce passé-là, pendant que vous retournez en salle d'exercice pour vous remettre en condition, ça doit simplement vous rappeler que vous n'avez plus droit à l'erreur. Ah, c'est ça. Ça doit simplement vous faire comprendre que peut-être qu'il n'a pas été, ou peut-être que ça n'a pas été bénéfique d'avoir laissé passer tout ce qui s'est déroulé là. Au final, qu'est-ce qu'on y a gagné? Mieux, toutes les personnes qui sont détenues, qui sont en détention préventive dans la foulée des élections que nous avons connues, ces personnes-là sont en détention préventive pour la plupart. On est en train de faire un effort, on a libéré une bonne partie et hier, certains ont été encore libérés, mais remarquez avec moi qu'il y a un flou autour de cette affaire. On ne sait pas vraiment qui ont été libérés, on n'a pas d'informations et pourtant on se bombe le torse de dire que oui, il y a des efforts qui sont fournis. Donnez les informations aux gens, les gens ont envie de comprendre, les gens ont envie de savoir. Quand on les libère, pourquoi d'abord est-ce qu'on les avait enfermés? Les informations dont vous parlez, ça a de lien avec la démocratie, parce que c'est le débat qui nous dit, c'est ça le rapport. Bien sûr, quand on parle de démocratie, on parle aussi de l'indépendance de la justice. On parle de la liberté de la presse.
pour ne citer que ces éléments-là. On revient, c'est vrai, et ce sont des aspects qui... Et vous savez qu'il y a 2 journalistes actuellement qui sont dans les liens des faits, pour des raisons que je ne veux pas évoquer. Et c'est des éléments, en fait, qui prouvent que, bien qu'on avance sur certains aspects, on recule. On est peut-être des idéalistes. Et moi, j'achèterais bien cette casquette-là si on me la prête ou si on me l'octroie. Mais c'est normal et il faut qu'on soit idéaliste. Parce que nous aspirons au meilleur, pas au pire. Et nous ne voulons pas reculer. Ces personnes qui étaient détenues ont été nourries et soignées aux frais du contribuable. C'est normal. Qu'est-ce que vous l'avez dit? Est-ce que dans cette façon de gérer la situation, quand on libère ces personnes, ça donne l'impression aux populations que nous, on est, que, évidemment, il n'y avait peut-être pas vraiment de raison valable pour les maintenir dans les liens de détention. Et la question qu'on est en droit aussi quelque part de se poser, c'est alors pourquoi tout ceci malgré? Pourquoi est-ce qu'on a dépensé nos sous pour ça, en fait? Est-ce que nos sous n'auraient pas pu permettre de faire d'autres choses, de satisfaire aux besoins des populations dans des communautés, par exemple? C'est des interrogations qu'on est en droit d'émettre. Évidemment, comme je le dis toujours, on n'est pas là pour jeter la pierre à X ou Y, mais les gouvernants doivent pouvoir comprendre que quand on décide, quand on choisit de porter cette lourde responsabilité-là, qui est de diriger une nation, oui. Quand une population vous la confie, cette responsabilité, eh bien, il faut accepter tous les sons de cloche. Il faut accepter que les gens aient mal, que les gens, crient quand ils ont mal. Il faut accepter que parfois les gens débordent dans leur façon de vous transmettre leurs émotions. Parce que la douleur des uns peut être plus forte que celle des autres. En tout cas, message sans doute entendu, à chacun une fois encore ses opinions. Monsieur Nagounou, on parlait de repères, on parle d'élections inclusives. Le rapport tombe à un moment où il n'y a pas de joute électorale tout de suite, mais on en a en projection. Pensez-vous qu'en termes de repères à prendre, mais aussi de décisions face aux points évoqués, il y a quelque chose à tirer lorsqu'on parle encore d'élections inclusives? D'abord, je voudrais dire que je suis un peu gêné, de constater que Mme Creton me donne le chapeau du méchant sur ce plateau-là. Oh là là. Par rapport aux événements qui ont eu lieu. Non, je fais juste le travail du sociologue qui dit les événements douloureux, il y en a eu, mais qu'on a l'impression en étudiant l'évolution sociale des sociétés que les événements douloureux aussi sont nécessaires parfois. Et que l'homme que nous sommes, quand vous parlez de mon histoire, et je peux parler aussi de la vôtre, qu'est-ce que je voudrais dire? Ce que vous êtes debout dans un temps T, c'est le résultat de ce que vous avez vécu dans votre vie jusqu'à cet âge-là qui vous donne cette posture. Et c'est ça qui fait que je peux arriver quelque part, on a dit, Madame Creton a dit, je dis non, c'est faux, ça ne lui ressemble pas. C'est exactement ce que j'ai dit. Moi qui sais ce que ça vaut de perdre un homme dans une société, de perdre un homme plutôt dans une famille. Vous savez, le statisticien dira 10%, mais le sociologue vous dira non, c'est 1% par rapport à quoi? C'est que ce pourcentage-là tombe sur des êtres humains, tombe sur des hommes qui sont nés et qui ont vécu dans des familles données et qui peut-être sont morts. C'est très nécessaire. Je n'ai pas dit que ce n'est pas nécessaire. Mais en étudiant l'évolution sociale, je me dis, ça arrive dans la vie d'une nation qu'on puisse arriver. Et quand vous parlez de la démocratie, madame, mon vis-à-vis du moins, je sait très bien ce qu'il y a, c'est que il y a des principes élémentaire de la démocratie. Elle a dit, séparation des pouvoirs, le fonctionnement des institutions de la République, ainsi de suite, la justice, tout ce que vous voulez. Si nous nous tenons à ça, nous pouvons dire que, à vue d'œil, ces principes-là sont observés dans notre société. Que ces principes-là existent dans notre société. Et que peut-être, par exemple, le fonctionnement n'est pas ce que ça doit être. En matière de repères, vous voyez ce que je veux dire? Si on se fixe à ces principes-là, élémentaires, dont parlent les juristes eux-mêmes, on peut dire que ces principes-là existent. Maintenant, en allant dans l'analyse, on peut arriver à dire non, pour moi, là, ce que la justice n'est pas.
Pour moi, c'est que la presse n'est pas libre. La presse devait l'être. Okay. Lorsqu'on on est dans un pays... Vous évoluez sur les leviers là, oui. Donc, au niveau des élections inclusives dont on a parlé, oui. Pensez-vous que le Bénin a pris l'envol qui s'y est pour qu'on n'ait plus entendre de cette terminologie dans les mois à venir? Je voudrais vous dire que le Bénin a l'obligation d'organiser des élections inclusives. L'obligation. Et que sur votre plateau, je n'ai jamais tenu à cela. Rappelez-vous, à un moment très dur dans ce pays pour les élections, j'ai dit, s'il est nécessaire qu'on aille s'asseoir et qu'on fasse une assise pour nous entendre sur les règles de continuer, que moi, je suis prêt pour ces assises-là. Je n'ai jamais été contre. Qu'il y ait des élections inclusives, rappelez-vous que je faisais aussi des naïfs, peut-être, mais je faisais partie de ceux qui croyaient, comme le chef de l'État l'a dit, que les élections se doivent d'être inclusives et qu'on doit pouvoir être en mesure de donner, juste un exemple, de donner le parrainage aux gens. Jusqu'au jour où je constate qu'on n'a pas réellement donné le parrainage aux gens. Ça, c'est un autre problème. Mais sur le principe, nous étions là-dessus, et que ces principes-là, leur liberté et leur existence effective appellent de la part de tout un chacun de nous une lutte permanente dans toute société. Regardez la réaction, par exemple, du chef de file de l'opposition. J'ai entendu la réaction de M. Azatassu hier, j'ai lu un peu dans les journaux aujourd'hui la réaction de M. Paul Mouper pour dire l'élaboration de la liste électorale informatisée, c'est ce que ça s'appelle désormais, que ça doit pouvoir rassembler tout le monde pour s'assurer que quand on a créé la nouvelle forme de Sénat dans notre pays, on était surtout parti, si j'ai dit, dans quelle idée les gens avaient inventé Sénat chez nous? C'était pour que toutes les parties puissent être présentes là où ça se fait, pour se surveiller. Et que dans d'autres pays, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections, pourtant elles sont équitables. Donc, quitter cette étape-là de l'existence du Sénat à l'étape de confier l'organisation des élections à une institution républicaine, par exemple, c'est une évolution démocratique dans notre pays, n'est-ce pas? Donc, si ces voix-là se sont levées hier par rapport à la décision du Conseil des ministres, c'est parce que ces voix-là estime que les conditions dans lesquelles on veut réaliser la liste aujourd'hui peut poser problème. Moi, je voudrais me joindre à ces voix-là pour dire c'est normal que lorsqu'on veut établir la liste électorale, c'est ce qui crée problème dans les pays. Nous devons être très, très vigilants. Nous devons être très, très regardants pour que nous ne puissions pas encore vivre les élections, les événements que nous tous, nous avons déplorés. Et que, voilà, à ce niveau-là aussi, l'existence d'une liste claire, équitable, voyant, de toute façon visible par tout le monde, est aussi un moyen d'organiser des élections inclusives. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ces repères, je ne sais pas ce que Mme Couton dira, mais je voudrais pour terminer, lui dire, non, M. Anangonou Georges, il est juste le sociologue qui prend les faits et qui les place et qui les analyse, mais il ne sera jamais le méchant, parce que perdre un enfant dans une famille ou le voir en prison, c'est une douleur. Et tant que la douleur reste, eh bien, nous ne pourrons jamais être ensemble. Alors, Mme Couton, oui, le rapport tombe à un moment vraiment particulier pour le Bénin. Vous avez évoqué un certain nombre d'aspects. Et lorsqu'on prend le repère d'élections inclusives, cet appel, on se rend compte que c'est tombé à un moment où un nouveau débat fait jour au Bénin, l'élaboration de la liste électorale informatisée, des voix qui s'élèvent déjà à ce qu'on associe tout le monde, surtout les acteurs de l'opposition. Voyez-vous, le Bénin est en train de mettre déjà en terre les signaux qui permettront d'éviter qu'on arrive encore à parler d'élections inclusives. Je ne suis pas devin, donc je ne vois pas encore. Mais comment vous analysez alors les actes? Je veux juste nourrir cet espoir-là. Ok. Je veux le nourrir et je veux le chérir avec la plus grande ferveur qui soit. Parce que j'estime que les générations à venir n'ont pas besoin qu'on ramène le pays en arrière de quoi? De 20 ans, de 30 ans. Et qu'on soit dans un éternel recommencement, ce n'est pas de ça que nous avons besoin. Vous ajoutez 15 ans sur l'âge de chacun aujourd'hui, vous voyez un peu là où nous serons. Donc je pense qu'on n'a pas... La seule aspiration qu'on puisse avoir, c'est de voir les gouvernants d'aujourd'hui faire en sorte de relever les défis
qui sont liés à un certain nombre de manquements qu'on a observés de par leurs actions ou de par leur inaction ces dernières années. Et j'ai envie de dire que les projecteurs sont désormais plus largement portés sur notre pays, parce qu'encore une fois, nous avons été élus au Conseil des droits de l'homme, et encore une fois, ce n'est pas rien. Nous avons l'obligation, quand je dis nous, je parle des gouvernants qui sont là, mais je parle aussi de nous autres populations, parce que quand on parle de démocratie, c'est aussi ce système-là dans lequel les populations ou les citoyens ont la capacité d'influer sur les décisions qui sont prises. Et cette capacité-là, je pense que de plus en plus, elle s'est effritée. Nous avons intérêt à travailler à renforcer cela, parce qu'autrement, nous allons subir. Or, dans un pays qui se veut démocratique, non hybride, comme ce qu'indique le rapport, on ne devrait pas assister donc à une représentation, par exemple, parlementaire, en qui les populations ne placent pas forcément un certain intérêt, parce que ne se retrouvant pas en chacune des personnes qui s'y trouvent. Et donc, je veux espérer que le gouvernement du Bénin, le gouvernement de M. Patrice Talon, fera en sorte de véritablement taire les divergences, de soigner les blessures, mais aussi de situer certaines responsabilités. Dans un pays démocratique, lorsque vous avez des comportements qui transgressent les normes, on situe les responsabilités. Et la justice doit pouvoir rester indépendante pour faire son travail. Le jeune Théophile Diarra a été tué à l'université d'Abomey-Calavi. J'évoque ce cas, c'est celui qui me vient à l'esprit spontanément. À ce jour, on ne sait pas véritablement ce qui s'est passé. Les parents, les proches ont besoin de savoir. Pour pardonner, parfois, il faut comprendre. Il faut comprendre, ça aide quelque part aussi à assumer cette douleur-là et à la laisser se dissiper progressivement. Donc, sur un certain nombre d'aspects, on a besoin que l'État situe les responsabilités. Quand je parle d'État, là, dans ce contexte, je ne parle pas de l'État gouvernant, y compris vous et nous, parce que les décideurs, c'est d'abord eux, les gouvernants. Et nous, en tant que population, on les regarde. On les regarde et je suis certaine que les unes et les autres veulent espérer aussi que les élections qui viennent, qui pointent à l'horizon, seront un moment de fête, seront un moment de joie, un moment où les ethnies ne prendront pas le dessus, comme on l'a vu en 2021, un moment où une partie du pays ne sera pas coupée du reste, un moment où on n'aurait plus peur d'avancer dans la République parce que craignant de tomber sous le coup de telle ou telle loi. Et je voudrais dire que si on veut des élections inclusives, il va falloir qu'on aille à la relecture d'un certain nombre de tests. Moi, je peux aussi. Évidemment, moi je peux vous dire par exemple que les montants qui ont été annoncés faramineusement dans certains tests, par exemple les cautions, personnellement, je n'ai jamais été d'accord parce que j'estime que ce n'est pas normal. Pourquoi ? C'est une façon discriminatoire d'écarter des gens. Quand on prend que c'est pour éviter que les plaisantins viennent... Oui, mais il se fait que les gens qui donnent l'impression de ne pas être des plaisantins, on leur donne une certaine caution, une certaine... on a foi en eux à première vue, mais... plus tard, je me rends compte qu'en avançant, on est amené parfois à se poser des questions. Donc, qui décide de qui est plaisantin ou qui ne l'est pas? Je ne pense pas qu'il revient à un individu ou à un groupe d'individus de décider de cela. Il revient à la nation Bénin qui est en construction de le décider. Vous pensez qu'il faut laisser libre choix aux électeurs? Il faut laisser libre choix aux électeurs. Il faut les laisser aller aux élections avec ce sentiment-là, vraiment d'être en train de décider. Je ne parle pas de simulacre. Et quand vous suivez mon regard, vous pouvez ne pas voir ce que je vois, mais je sais que
quand ceux qui nous gouvernent et un certain nombre de politiques dans ce pays-là, si les gens veulent être honnêtes et conséquents envers eux-mêmes, ils comprennent de quoi nous parlons, ils savent de quoi nous parlons et ils savent qu'à des moments donnés, ils n'ont que faire de l'intérêt général. Or, quand vous êtes appelé à des postes de responsabilité, certes, c'est une dualité nouvelle, c'est-à-dire que vous êtes pris au piège de vos valeurs, de vos aspirations, mais aussi des pressions que la fonction vous émet sur vous. Mais quelque part, on a le choix. Est-ce qu'on veut rester cette personne intègre et digne qu'on a toujours été? Est-ce qu'on veut continuer d'insuffler ou d'envoyer cette image-là de personnes en qui l'État du Bénin ou le pays doit pouvoir compter, ou est-ce qu'on veut satisfaire à ses besoins personnels? Je pense que quand on est quelque part et qu'on estime qu'on n'est pas bien entouré ou qu'on n'est pas libre de ses mouvements, on a le choix, soit de continuer, soit de se retirer. Vous évoquez là une question délicate, la question de l'éthique en politique. Monsieur Anagonon, socio-anthropologue, relever ce défi-là, ce serait aisé? Pas du tout, pas du tout. J'ai connu un seul homme qui, lorsqu'il était dans la lutte, dans le combat, tout ce qu'il revendiquait, le jour où il est arrivé au pouvoir, il a changé. A essayé de se comporter comme ce qu'il a été. Je parlais de Nelson Mandela. Et là, donc, c'est un président à part en Afrique. Mais est-ce qu'on ne peut pas lui ressembler? C'est pas facile. Cite son nom. C'est pas facile. Pourtant, je peux dire que ça part d'une conviction intime. Okay. Maintenant, lorsque votre vis-à-vis dit qu'on doit être aux fonctions pour l'intérêt général et non l'intérêt individuel et personnel, et que la dualité s'impose pour le Bénin en construction, qu'est-ce qu'on peut préconiser? Lorsque vous êtes au pouvoir et que vous signez un accord de partenariat sur des milliards pour la construction de la route, vous travaillez pour les autres. Vous ne travaillez pas pour vous, en principe. Le problème se pose ailleurs. Et à juste titre, elle a parlé de l'éthique. Et donc, l'éthique en politique, l'éthique dans l'exercice du pouvoir. Et il faut passer à l'épreuve pour pouvoir l'apprécier. Qu'est-ce que vous voulez dire? Nous autres lutteurs, parfois les gens arrivent à nous confondre. Vous savez pourquoi? Parce que souvent, quand on a été lutteur, qu'on est dans l'exercice du pouvoir, les deux personnalités ne se ressemblent plus. Celui qui était dans la lutte et celui qui est dans le feu de l'exercice du pouvoir, souvent les deux ne se ressemblent pas. Qu'est-ce qui se passe souvent? Parce que la réalité du pouvoir, et comme elle a dit, la pression des attentes arrive à les changer. Vous voulez rappeler la fameuse accession, le pouvoir corps. C'est ça? Oui, ça c'est corrompt toujours la bonne mœurs, si vous voulez, parce que je transforme ça ainsi. Et donc, il y a toujours des situations atténuantes. Il y a des circonstances qui font que nous allons expliquer tel ou tel comportement. Vous avez vu, dans ces associations, disait que tout le monde peut faire sauf lui. En parlant de quelqu'un tout à l'heure. Seulement la pression du pouvoir exerce la même pression exercée sur tout le monde. Et quand la même pression est exercée sur tout le monde, le résultat final qui sort fait qu'on porte toujours des stigmates. Moi, je serais heureux si le président Talon avait un remaniement de mai et qu'il nommait Mme Cueto ministre. Ça me permettra de voir la dame de lutte sociale, et la dame qui exerce le pouvoir. C'est souvent pas les mêmes personnalités, c'est souvent différent. Seulement ce que nous demandons, c'est que lorsque vous êtes à la tête d'une nation, d'essayer de faire le mieux possible pour mettre tout le monde, pour mettre la majorité à vous accompagner, parce que souvent l'unanimité, ça n'existe pas. Mais la majorité à vous suivre dans ce que vous êtes en train de dire, c'est ça qui est important et c'est ça qu'il faut chercher. Et revenant sur ce rapport-là, vous dites certainement qu'on n'a plus beaucoup de temps. Le rapport a trouvé que le Bénin a fait des régressions et que nous sommes dans un état hybride, mais le rapport a évité de mettre aussi les États-Unis dans un état hybride. Le rapport n'a pas dit ce que ces États-là sont. Oui, on reste au niveau du Bénin, on reviendra aux États-Unis si vous voulez. Parce que c'est eux qui ont évoqué. Oui, vous allez dire, on cherche le meilleur. Et le rapport vient sur le terrain de la liberté de presse. Pensez-vous que le Bénin a fauté ou c'est les événements? Au Bénin, qu'est-ce qui menace la liberté de presse? Vous avez lu sur les réseaux sociaux hier, aujourd'hui, moi j'ai lu un texte sorti par un journaliste
pour qu'il parle d'autres journalistes. Il y a eu plusieurs réactions, oui. Non, il y a un test qui vous a intéressé. Qui parle les gens, qui parle de ceux qui sont en prison dont vous avez parlé tout à l'heure. Le test a passé sur ceux-là. Ouais. Et c'est un journaliste qui a écrit. Et qui en même temps est en train d'investiguer un autre journaliste dans le test. Ouais. C'est aussi la liberté de la parole. C'est aussi la liberté de la presse. Qu'est-ce que vous en dites, M. Anagonou? C'est une liberté mal utilisée, en fait. Et lorsque elle est comme ça, si vous avez la liberté que vous allez mal utiliser, on va vous recadrer. On est obligé. On dit parfois que votre liberté s'arrête là où commence la mienne, n'est-ce pas? Et donc, on ne peut pas laisser aussi dans une nation des gens qui utilisent la liberté pour vilipender les autres. Il y a toujours qu'il faut avoir... Donc, vous voulez dire que l'IDEA a mal apprécié l'état de la liberté de presse aujourd'hui au Bénin? Je ne sais pas, vous savez le nombre de presse privée qu'il y a au Bénin, qui paraît chaque matin, vous ne savez pas. Est-ce que ça, c'est pas aussi un signe de liberté de presse, ou bien c'est un signe de dictature? Non, ce que je dis souvent, c'est que je demande Donc la floraison et l'expression de la liberté. Je demande aux professionnels des médias de savoir utiliser la liberté de presse et de savoir la défendre aussi. Parce que à mal l'utiliser, ils tombent dans des travers de l'autre côté et on est obligé de les rappeler à l'ordre. En ce moment, on dira que la liberté de presse est menacée. Si votre liberté de presse, vous l'utilisez à me vilipender, à exposer ma famille, à dire des trucs sur moi qui ne sont pas des trucs vrais, sur les réseaux sociaux, par exemple, qu'il faut le code numérique pour vous rappeler à l'ordre. C'est ça aussi. Vous savez, moi, je dis souvent que la liberté que vous cherchez, que vous avez conquise cette liberté, si vous ne savez pas l'utiliser, on va encore dire que c'est vous qui êtes dictateur. Il faut faire très attention. Rien n'est acquis, définitivement. Il faut être dans la lutte. Il faut être perpétuellement en train de lutter. Et le Bénin, Madame Crito, le Bénin, sur le plan démocratique, veut, en tout cas, le Bénin que moi je veux, va continuer de se battre, va continuer de conquérir la liberté démocratique. On va venir à la conclusion tout à l'heure. Sa réaction au sujet du regard sur la liberté de presse au Bénin. Madame Miguel Fouetto. Non, mais vous avez si bien dit tout à l'heure que le rapport a un espace temporel. Oui. On est parti de 2017 à 2021. Et quand on reste dans cette fourchette de temps, le constat n'est pas reluisant sur le plan de la liberté de la presse au Bénin. Je ne veux pas citer les cas que beaucoup connaissent déjà. Nous avons eu le cas Casimir Pédion, nous avons eu le cas Ignace Sossou, nous avons eu... il y a eu tellement de cas. Et les deux en date, les deux cas en date, ces cas-là qui défraient la chronique actuellement viennent juste rajouter une couche de noirceur pour dire que oui, nous parlons, nous nous exprimons. Moi, je viens ici, je dis ce que je pense. Et qu'on ne vous inquiète jamais. Oui, mais monsieur Anagonou, je dis ce que je pense, mais je mets les gants. Aussi? Si, je mets les gants. Moi, je n'en mets pas. Moi, j'en mets. J'en mets parce que je suis convaincue de ce que quand il y a de la manière. Parfois, il faut mettre de la manière. Il faut mettre de la manière. Donc, moi, je mets des gants. Si vous ne le savez pas, je vous l'apprends, je mets des gants. Et donc, moi, j'ai toujours envie de dire les choses telles que je les pense. Non. Oui, vous êtes en droit de dire ce que vous dites là. Donc, sur le plan de la liberté de la presse, je ne pense pas que le constat soit reluisant depuis 2017 à aujourd'hui. Et quand vous observez un peu, vous savez que nous avons le code sur le numérique, qui aujourd'hui est un tremplin pour sanctionner des journalistes. Et à côté de ça, vous avez que ce test-là a été revisité il y a quelques mois. Et avant que ce test-là n'ait été relu, il y avait un plaidoyer en cours. Il y a eu un plaidoyer de l'Union des professionnels des médias pour que la relecture prenne en compte un certain nombre de paramètres. Mais très vite, on a vu que les parlementaires se sont retrouvés, encore une fois, nuitamment, pour faire la relecture de ce test-là. Et malheureusement, les carottes étaient cuites. Quand on a visité un peu ce qui a été fait, on s'est rendu compte que les éléments n'ont pas été du tout pris en compte. Donc, vous pensez qu'il va falloir prendre en compte ces éléments-là? Oui, pour moi, il est important de prendre cela en compte. Et je voudrais dire que quand on parle de liberté de presse, ce n'est pas seulement le fait pour nous, individus, de dire ce que nous pensons. Et mon vis-à-vis le sait. C'est tellement facile. C'est tellement facile pour lui d'englober les choses, de le faire comme il le fait là, avec tout l'art qu'on lui connaît et que je revois pour le peu que je sache, avec autant de bonheur aujourd'hui.
qu'il a tôt fait d'emballer les gens. Mais je suis désolée. Je crois que les gens doivent pouvoir avoir de la répartie et savoir faire la part des choses. Parce que quand vous êtes en face de quelqu'un comme M. Anangonou et que vous n'êtes pas équilibré, vous risquez de perdre pied. Miguel Cueto ne perdra pas pied. Et je ne pense pas non plus que les populations... Madame Miguel Cueto, lorsqu'il dit que les professionnels des médias, est-ce que ce n'est pas aussi une pêche heureuse aux professionnels des médias à demander à ce qu'elles travaillent à assainir un peu le milieu? Oui, mais vous savez, vous lui avez posé une question. Oui. Et quand il a fini, quand il a chuté, je n'ai pas eu la réponse à votre question. Au contraire, il a passé son temps à dire oui, nous disons ce que nous pensons. Il faut que les médias aussi travaillent à respecter la liberté des autres. Je suis d'accord. Vous n'avez jamais senti le besoin. Mais je pense que vous avez eu votre temps, hein, monsieur Anangonou. Voici ce qu'on va faire. Le temps est complètement... Je vais vous demander un petit essai. Le temps, Madame Miguel Cueto et Monsieur Anangonou, il y a beaucoup à dire. C'est un rapport, vous comprenez que le temps en antenne, ce n'est pas évident. Mais alors, le Bénin est un État hybride. S'il y a un effort à faire, que faudra-t-il faire en urgence pour le Bénin? C'est un peu la dernière question et chacun y ira comme il entend. L'exercice, est libre. Monsieur Anangonou, si vous devez conclure en disant le Bénin est État hybride, pour espérer de IDA un autre qualificatif pour le Bénin, qu'est-ce que d'après vous, le Bénin pourra bien faire? Non, en fait, le Bénin est responsable, celui que nous voulons tous, a déjà compris que dans un passé récent, que nous avons eu des problèmes et que nous devons travailler pour sa reconstruction. J'ai dit, si je parlais d'un auteur tout à l'heure, c'est pour dire que la démocratie, c'est à notre pas, à notre rythme que nous l'avons eu. Nous avons forcément posé des mauvais pas. À des moments donnés, c'est l'histoire, c'est ça que j'ai appelé l'histoire de vie de notre démocratie. Nous devons continuer de travailler. Et ça, c'est au niveau de tout le monde. Quand moi je vois certains qui disent non, moi je pense ça, mais je ne veux pas le dire parce qu'on va m'arrêter tout de suite. Je dis, mais alors pourquoi? Dites-le qu'on vous arrête. Vous allez demeurer un martyr pour le pays demain. Ne restez pas là, ne pas dire. Vous dites ça, moi je vous dis une chose. Mais ça va être votre conclusion. Quand je viens sur ce plateau, je ne dis pas à l'avance, je m'en vais pour plaire à quelqu'un. Sur aucun des plateaux d'ailleurs, je m'en vais pour dire, je veux dire, parfois on me reproche même de dire, pourquoi tu vas sur des plateaux des opposants? Je dis, moi, mais je suis quoi? Je suis un analyste, et donc, quel que soit là où on me met, je dis ce que je pense du fait qui se prend devant moi, pour vous dire que le Bénin reste un pays conscient du fait que nous devons évoluer sur notre... Et nous devons faire quelque chose pour restaurer, pour toujours garder ce blason de pays exemplaire en matière de démocratie dans notre pays, parce que nous étions partis de loin avant d'en arriver là. Et donc, bon, voilà, c'est pour ce Bénin que moi je travaille. Je ne travaille pas pour emballer les gens. Et je vais dire ça pour finir. Madame Cueto, quand je vous vois sur un plateau, je vous respecte parce que c'est que vous avancez de très bonnes idées. Et je vous l'ai dit avant de venir ici, je me dis, si c'est elle que je vais rencontrer, il faut que je me prépare. Si vous trouvez que j'ai réussi l'exercice, merci beaucoup. Et vous dites qu'on vous emballe. Je n'étais pas venu pour vous emballer du tout, j'étais venu pour parler de ce que je pense. Et si je vous ai emballé, alors bravo pour moi. Merci monsieur Anangonou. Oui, monsieur et madame Miguel Cueto, vous permettez. Alors la question, on fait comment pour vous, pour que le prochain rapport, qu'on parle du Bénin, label démocratique à nouveau, d'après vous? Je voudrais accepter les fleurs qui m'ont été données. Je les prends, mais j'ai envie de les jeter à la poubelle. Ah bon? Parce qu'à vue d'œil, elles semblent belles. Elles sont belles. Et je me pose la question de savoir si quelque part elles ne cachent pas des épines. Pour dire que porter les gants, ce n'est pas ne pas être soi. Porter les gants, c'est avoir du respect pour la personne qu'on a en face. Porter les gants, c'est rester courtois, c'est rester en phase avec les valeurs humaines, même dans la dénonciation, même dans la façon de tirer sur la sonnette d'alarme. Qu'est-ce que nous devons faire pour changer cette perception de pays à démocratie, j'allais dire effritée, ou carrément pays, système hybride? C'est simplement de continuer de travailler, mais c'est surtout d'accepter d'être humble. D'accepter d'être humble et d'accepter qu'on a fauté sur un certain nombre d'aspects, parce que c'est le faire qui nous permettra justement de concilier tous les points de vue, de ramener tout le monde à la table de discussion
pour qu'ensemble nous puissions construire ce pays-là. Ensemble pour construire ce pays. Merci à vous, Madame Miguel Prieto. Merci à vous, Monsieur Georges Anangoulou. Chez tous, merci pour la disponibilité permanente. Oui, ce sera tout pour aujourd'hui. Le Bénin en marche, comme dira l'autre. Demain, c'est un autre jour. Au plaisir de vous retrouver.